Selon mes recherches, l'Ukraine n'est plus une démocratie après Maïdan, car Maïdan n'était pas démocratique. Le renversement du gouvernement ukrainien a été violent et anticonstitutionnel. Même s'il a été soutenu par les démocraties occidentales et déformé par les médias et les politiciens, cela n'était pas démocratique. Cela signifie que l'Ukraine n'est pas devenue un pays indépendant. Elle est devenue un État client, fortement dépendant de l'Occident après Maïdan. Pourtant, les médias n'en ont pas parlé, à quelques exceptions près. Toutes les preuves montrent que les snipers qui se trouvaient dans des bâtiments contrôlés par Maïdan, comme le Conservatoire de musique, l'hôtel Ukraina et de nombreux autres bâtiments sur ou près de Maïdan, étaient en réalité ceux qui ont tiré et tué des policiers, ainsi que des activistes de Maïdan. Il s'agissait de snipers de l'opposition de Maïdan. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Ivan Kachanovski, un universitaire ukrainien et canadien spécialisé dans la politique et les conflits en Ukraine. Le professeur Kachanovski a consacré 11 ans à la recherche sur l'un des événements les plus déterminants de l'histoire moderne de l'Ukraine, le massacre de la place Maïdan. Son dernier ouvrage, intitulé « Le massacre de Maïdan en Ukraine », le massacre de masse qui a changé le monde, met en lumière les origines du conflit russo-ukrainien et le rôle décisif qu'y ont joué des acteurs étrangers. Ce livre est disponible en accès libre. Nos spectateurs peuvent trouver le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. C'est un ouvrage remarquable, je l'ai lu et j'y ai énormément appris. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, professeur. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Merci, Snap. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Professeur, vos recherches sont vraiment remarquables. Comprendre ce qui s'est passé pendant le Maïdan et connaître les acteurs clés est absolument essentiel pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Je sais que vous avez visionné des heures et des heures de vidéos et d'enregistrements des manifestations du Maïdan et que vous connaissez très bien l'endroit, bien sûr, où les événements se sont déroulés, où tout a eu lieu. Le massacre du Maïdan a été un événement véritablement tragique et déterminant. À l'époque où cela se produisait, l'Ukraine avait un président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, et son parti politique, le Parti des régions, était bien sûr très populaire. L'Ukraine disposait alors d'une opposition politique active et fonctionnelle. Et Yanukovych n'était pas opposé à ce que l'Ukraine cherche à adhérer à l'UE. Sa position était que l'Ukraine avait simplement besoin d'un peu plus de temps pour résoudre certains défis économiques internes avant de signer l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui était au cœur des manifestations. Mais malgré cela, des troubles civils et des protestations ont commencé à la fin de 2013, puis ont dégénéré en violence au début de 2014, aboutissant finalement à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de massacre de la place Maïdan. Quel était l'objectif de ces manifestations si Yanukovych n'avait pas rejeté l'idée de l'accord d'association avec l'Union européenne dès le départ? Je pense que l'objectif initial de la protestation en Ukraine, appelée Euromaïdan, était de s'opposer à la décision de Yanukovych de suspendre la signature de l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. Yanukovych a justifié cette décision en invoquant les effets économiques négatifs que l'accord de libre-échange aurait sur l'Ukraine, car les industries ukrainiennes, fortement dépendantes du commerce avec la Russie, auraient souffert du nouvel accord, ainsi que des restrictions sur les exportations ukrainiennes et des droits de douane imposés par l'Union européenne si l'Ukraine signait un tel accord. Il s'en est rendu compte très tard et a décidé de suspendre l'accord. Ainsi, la protestation initiale, appelée Euromaïdan, était une réponse à la décision de Yanukovych de suspendre l'accord.
Mais le mouvement de protestation a changé de manière très significative après les premières manifestations, qui n'étaient pas importantes en termes de participation, ou n'étaient pas, comment dire, très larges en termes de participation. Il ne s'agissait encore une fois que de quelques jours de manifestations de masse, mais le nombre de personnes ayant participé se comptait seulement par milliers ou dizaines de milliers, ce qui n'était pas très élevé si l'on prend en compte la population et aussi la taille de Kiev, avec plusieurs millions d'habitants dans la capitale de l'Ukraine. Mais cela a changé de façon très radicale le 30 novembre 2013, lorsque les derniers manifestants sur le Maïdan, sur la place de l'indépendance, il ne restait que quelques centaines de manifestants sur cette place du Maïdan, voulaient partir, essentiellement parce que la protestation s'essoufflait. Vers 4 heures du matin, ces manifestants restés sur le Maïdan ont en fait été violemment dispersés par la police Berkut. Et cette dispersion a été diffusée en direct à la télévision et a également été largement médiatisée par les médias ukrainiens, y compris les chaînes de télévision appartenant au chef de l'administration présidentielle de Yanukovych. Cette dispersion, qui a été très violente, a été montrée à la télévision ukrainienne comme une preuve, ou en tout cas présentée comme une sorte de passage à tabac de jeunes gens, pas des enfants, mais de jeunes Ukrainiens, en particulier et des étudiants, par la police, sans aucune justification. Et cela a en fait conduit à des manifestations de masse par la suite. Le lendemain, il y avait quelques centaines de milliers de personnes qui manifestaient à Kiev, et elles manifestaient contre Yanukovych et la violence policière qu'elles avaient vue à la télévision, essentiellement, et qui avait été fortement relayée par les médias pour susciter de telles manifestations de masse contre Yanukovych. Mais en réalité, les médias ont joué un rôle très, typique dans ce conflit, sur le Maïdan, car ils n'ont pas montré que cette dispersion des manifestants du Maïdan par la police, le 30 novembre, était en fait particulière. Il y avait des affrontements entre les manifestants, qui étaient alors membres du secteur d'extrême droite, et la police. Ils s'affrontaient avec la police, leur lançaient des objets lourds, et ainsi de suite. Et cela a conduit la police à frapper violemment d'autres manifestants qui restaient sur la place Maïdan. Mais il ne s'agissait pas de manifestants étudiants. Selon les données publiées, la plupart des personnes blessées lors de la dispersion par la police étaient en réalité des individus plus âgés, et seuls quelques-uns étaient des étudiants. Beaucoup de ces militants présents venaient d'Ukraine occidentale, qui est aussi ma région d'origine. Mais les médias ont essentiellement déformé la réalité, et en particulier, ils ont délibérément omis d'évoquer l'implication du secteur droit, ainsi que la violence entre le secteur droit et la police, qui a conduit à cette dispersion. Selon des témoignages et d'autres preuves, cette dispersion n'a pas été ordonnée par Yanukovych, ce qui, encore une fois, était un récit promu par les médias et par l'opposition du Maïdan, mais était en réalité une décision ou un ordre très probablement donné par le chef de son administration, qui était en fait l'un des oligarques et qui a ensuite démissionné après cela. Je pense que c'est très important. La manifestation de masse qui avait lieu au départ soutenait l'Euromaïdan, ou l'intégration à l'Union européenne. Et beaucoup de gens croyaient à tort que cet accord entre l'Union européenne et l'Ukraine signifiait que l'Ukraine deviendrait membre de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas. Cet accord rejetait spécifiquement toute possibilité de reconnaître l'Ukraine même comme un membre potentiel de l'Union européenne. Mais cela, encore une fois, n'a jamais été mentionné par les médias. Et l'opposition a en quelque sorte déformé cet accord
en le présentant comme un moyen pour l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Beaucoup de gens ont donc réellement cru qu'ils allaient bénéficier d'une amélioration très rapide de leur mode de vie, de leur qualité de vie, de leurs revenus, et qu'ils vivraient en gros comme les Allemands ou d'autres membres de l'Union européenne après la signature de cet accord. Mais ce n'était pas le cas. Cette protestation, qui était initialement motivée par l'accord avec l'Union européenne, a ensuite été motivée par la violence, qui a de nouveau été déformée spécifiquement à des fins politiques. Les rapports officiels que j'ai pu trouver en ligne indiquaient que les manifestants étaient, vous savez, des jeunes, des étudiants, et bien sûr, ceux qui soutenaient l'intégration avec l'Europe, comme vous venez de le mentionner. Si l'on considère le mouvement de protestation dans son ensemble à cette époque, diriez-vous que les personnes qui participaient aux manifestations et aux troubles civils représentaient réellement l'ensemble du peuple ukrainien? La majorité de la population ukrainienne soutenait les manifestations du Maïdan à ce moment-là. C'est également une question très importante que j'ai examinée dans mon prochain livre, qui sera publié sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses origines, en remontant jusqu'à l'Euromaïdan. J'ai consacré un chapitre entier à l'Euromaïdan, y compris aux manifestations de masse dont je viens de parler, à la violence, au rôle des combattants, un autre chapitre, et aussi à la tuerie du Maïdan. J'examine également les attitudes du public envers le Maïdan. Selon les sondages d'opinion réalisés au moment des manifestations du Maïdan, il y avait une division en Ukraine. Environ la moitié des Ukrainiens, ou presque la moitié, soutenaient l'Euromaïdan, et presque la moitié des Ukrainiens s'y opposaient. Il y avait donc essentiellement une division en Ukraine entre les partisans et les opposants de l'Euromaïdan. Et cette division n'était pas répartie de manière uniforme à travers le pays. La grande majorité des habitants de l'ouest de l'Ukraine soutenaient l'Euromaïdan, et beaucoup d'entre eux ont même participé activement aux manifestations de masse à Kiev. Ainsi, de nombreux manifestants à Kiev venaient en réalité de l'ouest de l'Ukraine, en particulier de la région de Galicie, qui est traditionnellement une région anti-russe, mais aussi plutôt pro-occidentale et nationaliste. De nombreuses personnes de cette région, ou leurs proches, travaillaient également à l'époque dans des pays de l'Union européenne, notamment en Pologne et dans d'autres pays comme l'Italie. Ils soutenaient donc fortement l'Euromaïdan. Et les habitants du centre de l'Ukraine, y compris Kiev, la capitale, soutenaient également majoritairement l'Euromaïdan, mais dans une moindre mesure qu'en Ukraine occidentale. Contrairement à ces deux régions, les habitants de l'est de l'Ukraine, notamment la région du Donbass par exemple, et Kharkiv, ainsi que les habitants du sud de l'Ukraine, y compris la Crimée à l'époque, et d'autres régions du sud, s'opposaient à l'Euromaïdan. Ainsi, la majorité d'entre eux étaient opposés à l'Euromaïdan, et le nombre de participants venus de l'Est et du Sud de l'Ukraine aux manifestations de l'Euromaïdan était bien inférieur à celui des Ukrainiens de l'Ouest. En février 2014, plus de 100 civils ukrainiens ont été assassinés par des tirs de sniper en plein centre de la capitale ukrainienne, Kiev, sur la place Maïdan. Et bien sûr, en ukrainien, le mot Maïdan signifie une place de ville. Donc la place Maïdan est en fait le centre même, le cœur de Kiev. Inutile de dire que le massacre de Maïdan a profondément bouleversé la population ukrainienne, car il s'agissait d'un acte de violence sans précédent dans l'histoire moderne de l'Ukraine. À l'époque, rien de tel ne s'était jamais produit. Pourriez-vous nous donner un aperçu du déroulement du massacre de Maïdan selon les conclusions de vos recherches dans votre livre?
Oui, j'ai examiné ce massacre de très près en utilisant une analyse approfondie de toutes les preuves disponibles publiquement. J'ai consulté des milliers d'heures de séquences vidéo, y compris des diffusions en direct du Maïdan, ainsi que des enregistrements concernant le massacre du Maïdan issus de reportages télévisés et de réseaux sociaux dans différentes langues, en plus de l'ukrainien, également en russe, polonais, allemand, etc. J'ai également étudié le procès du massacre du Maïdan, qui comprenait près de 1000 heures de retransmission du procès sur YouTube, couvrant le massacre du Maïdan, les enquêtes, les conclusions et les preuves. J'ai examiné les témoignages de centaines de témoins oculaires concernant le massacre du Maïdan. Je me suis rendu sur la place de l'indépendance du Maïdan et dans les quartiers voisins où ce massacre a eu lieu en 2014, peu de temps après les faits. Et je connais très bien cette zone. J'ai étudié à Kiev lorsque j'étais étudiant au début des années 90, et j'ai visité la place de l'indépendance presque chaque année depuis, y compris juste après le massacre du Maïdan. Pour moi, il s'agit, je pense, d'une analyse très complète de l'ensemble des preuves que j'ai présentées dans mon livre sur le massacre de la place Maïdan, qui est en accès libre, comme vous l'avez mentionné, ainsi que dans désormais 4 articles de revue à comité de lecture qui sont également publiés en accès libre. Donc, si quelqu'un est intéressé, il peut lire ces articles et mon livre. Mais je peux résumer ces preuves. Le jour le plus important de ce massacre a été le 20 février, mais le massacre proprement dit a commencé le 18 février, lorsque plusieurs dizaines de manifestants de Maïdan et environ une douzaine de policiers ont été tués lors d'affrontements entre les activistes de Maïdan et la police. Ce massacre a culminé avec la mort de près de 50 activistes de Maïdan et de 4 policiers le 20 février. Et c'était la partie la plus importante du massacre de Maïdan, parce qu'elle a été télévisée. Elle a été montrée non seulement aux Ukrainiens, mais au monde entier. Je regardais cela en direct lorsque cela s'est produit. Et comme je l'ai mentionné, j'ai examiné cela de très près. Ainsi, le 20 février, ce massacre a commencé par la fusillade contre la police. La police percute et les troupes internes sur la place Maïdan, la place de l'indépendance, par des snipers qui étaient situés dans le conservatoire de musique et les bâtiments voisins, qui étaient contrôlés par l'opposition du Maïdan. Ensuite, à cause de la fusillade, 3 policiers ont été tués et je pense quelques dizaines d'entre eux ont été blessés ou touchés par des tirs de sniper du Maïdan. Et il existe même des images d'un groupe de snipers filmés par CNN allant du conservatoire de musique jusqu'à juste devant la scène du Maïdan, sur la place Maïdan, armés de kalachnikov et de fusils de chasse. Et ensuite, la fusillade contre la police commence juste devant ces caméras, devant CNN. Mais CNN n'a jamais diffusé ces images. J'ai demandé ces images à la bibliothèque et aux archives de CNN, et ils me les ont fournies pour mes recherches. Donc encore une fois, ce n'est qu'un exemple. On dispose de vidéos montrant clairement des manifestants armés qui ont commencé à tirer sur la police au même moment où des policiers étaient tués et blessés sur le Maïdan. Et cela a été fait devant des centaines d'autres témoins oculaires. Cela a été fait devant des politiciens du Maïdan. Cela a également été fait devant de nombreux journalistes, des journalistes britanniques et occidentaux. Mais personne n'en a parlé. Pourtant, il existe maintenant un film sur CNN, encore des images de CNN que j'ai incluses dans mon annexe vidéo. Donc tout le monde peut en fait voir la construction du massacre du Maïdan dans mon annexe vidéo, qui contient des séquences provenant de dizaines et de dizaines de sources et de reportages. En gros, il y avait aussi des images, des vidéos et des photographies de snipers du Maïdan tirant depuis le conservatoire de musique, et cela a été rapporté par la BBC. Ces images ont également été montrées par la BBC. Et cela a aussi été rapporté par des témoins oculaires,
des policiers et des activistes du Maïdan, que des snipers tiraient sur la police depuis le conservatoire de musique. Au moment où les policiers ont été tués et blessés, ce n'étaient pas seulement les forces de l'ordre qui étaient visées, les activistes du Maïdan étaient également touchés et blessés. Selon l'enquête, la police ne disposait alors d'aucune munition réelle. Ils n'avaient ni fusil chargé à balles réelles, ni Kalachnikov. Ils étaient seulement armés de balles en caoutchouc. Ils ne pouvaient donc pas riposter contre les snipers. Mais ces derniers tiraient à la fois sur les policiers et sur les activistes du Maïdan. Selon les procédures judiciaires du gouvernement, 10 manifestants du Maïdan ont été blessés au même moment où des policiers ont été tués et blessés sur le Maïdan. Il existe des vidéos, des témoignages et des résultats d'enquête montrant que des tirs ont été effectués depuis l'hôtel Ukraina sur des militants du Maïdan ainsi que depuis le conservatoire de musique. Encore une fois, à ce moment-là, ces bâtiments étaient contrôlés par l'opposition du Maïdan. Après la fusillade contre la police, les policiers ont reçu des ordres et après que beaucoup d'entre eux aient été blessés et que 3 aient été tués, ils ont commencé à se replier très rapidement du Maïdan, car ils n'étaient pas en mesure de répondre aux tirs de snipers provenant des lieux contrôlés par le Maïdan. Ils ont donc essentiellement fui le Maïdan et se sont déplacés vers les zones de la rue Institutska. Et la retraite a été une fuite très rapide. En gros, ils fuyaient le Maïdan parce qu'on leur tirait dessus. Et il s'agissait de la police. Des milliers de policiers prenaient la fuite parce qu'ils ne pouvaient pas riposter aux tirs des snipers du Maïdan. Ensuite, lorsque les manifestants du Maïdan ont commencé à poursuivre les policiers en retraite et en fuite depuis le Maïdan, ils ont également été pris pour cible par des snipers. Pendant cette retraite, les snipers ont commencé à tirer et à tuer des activistes du Maïdan. Et ces snipers étaient situés à l'hôtel Ukraina et dans d'autres bâtiments proches du Maïdan, ainsi que sur la place du Maïdan. Cela comprenait le conservatoire de musique, le bâtiment du palais Zofnevi, l'hôtel Kozatsky, le bâtiment principal de la Poste, ainsi que d'autres lieux comme la banque Arkada et des bâtiments situés de part et d'autre de la rue Institutska. Cela signifie donc qu'il y avait de nombreux snipers qui tiraient sur les activistes du Maïdan pendant la retraite de la police. En même temps, une unité de police, la police Berkut, appelée la compagnie spéciale de la police Berkut, s'est dirigée vers le Maïdan et tirait avec des Kalachnikov. Cela a été filmé par tous les médias et présenté comme la police tirant sur les activistes du Maïdan, car ils avaient des Kalachnikov et tiraient avec. Cela a été montré comme la police essayant de prendre d'assaut le Maïdan et de tuer les activistes du Maïdan. Mais tous ces médias ont essentiellement omis ce qui s'est passé avant. Ainsi, toutes les fusillades contre la police par des activistes du Maïdan ont été passées sous silence, et ils ont présenté en gros cette unité d'environ 2000 policiers Berkut comme étant les snipers, tout en affirmant également que des snipers du gouvernement tiraient sur les activistes du Maïdan. Ils ont affirmé que des snipers étaient situés dans des bâtiments contrôlés par les forces gouvernementales, des ministres du cabinet, etc. Mais en réalité, les preuves montrent, ce qui a également été confirmé par le procès et l'enquête ukrainien que j'ai moi-même examiné dans mon étude, qu'en fait, 4 activistes du Maïdan ont été tués avant même que cette unité n'apparaisse. Ils ont donc été tués par des munitions de chasse à un moment où il n'y avait même pas d'unité équipée de Kalachnikov présente sur place. Cela signifie donc, encore une fois, qu'ils ont été tués par quelqu'un d'autre au moment même où des snipers tiraient à la fois sur les manifestants et sur la police, précisément ici. Et les snipers étaient des snipers du Maïdan,
et ils avaient des armes de chasse. Donc, encore une fois, même la décision du procès du massacre du Maïdan a indiqué que ces 4 policiers, 4 activistes du Maïdan, n'avaient pas été tués par cette unité, car ce n'était pas physiquement possible, puisqu'ils n'étaient même pas encore déployés. Et ces images, et après cela, encore une fois, des membres de cette unité de police Berkut ont été accusés du massacre. Ils ont été inculpés par un officier général en particulier qui est venu avec des accusations de massacre de près de 50 activistes du Maïdan. Pourtant, comme je l'ai mentionné, 4 d'entre eux ont été tués avant même que cette unité n'apparaisse. Et aussi, c'est très important, parce que au moment où ils tiraient avec des Kalachnikov, au même moment où la police tirait, les manifestants n'étaient ni tués ni blessés. Donc je pense que c'est très important, parce que j'ai synchronisé toutes les vidéos, et il est possible de voir qu'au moment où la police tirait avec des Kalachnikov, on voit que les activistes de Maïdan ne sont pas tués ni blessés. Ils ne tombent pas, en fait. Mais ils ont été tués et blessés à des moments où la police ne tirait pas avec des Kalachnikov. Donc il y avait d'autres coups de feu, beaucoup de coups de feu, avec un son différent. Et cela signifiait encore une fois qu'il y avait un autre groupe de snipers qui tirait sur les activistes de Maïdan, pas la police. Selon le verdict du procès du massacre de la place Maïdan, ainsi que selon mes propres études que j'ai publiées et qui sont désormais corroborées et confirmées par ce verdict, cette unité de police n'avait reçu aucun ordre de massacrer les activistes de Maïdan. Cette unité avait essentiellement été déployée pour aider à récupérer un groupe de troupes internes qui se trouvait dans le bâtiment du palais Zofnevi lors de l'évacuation ou de la retraite de la police de la zone de Maïdan. Après quelques minutes, ils se sont essentiellement retirés de la zone de Maïdan après avoir évacué ce groupe de troupes internes. Ils n'avaient donc reçu aucun ordre de massacrer les activistes de Maïdan et ils n'ont pas tiré pour tuer les activistes de Maïdan. Même ainsi, il est possible de supposer qu'ils aient pu tirer accidentellement. Il pourrait y avoir eu des ricochets. Mais cela, encore une fois, nécessite des expertises médico-légales. Et cela est également cohérent avec les examens médico-légaux qui montrent que l'immense majorité des activistes du Maïdan ont été abattus et tués depuis des angles très raides qui ne coïncidaient pas avec les emplacements de la police au sol, à un niveau similaire ou identique. Les activistes du Maïdan ont été tirés depuis des positions très élevées, très abruptes, comme des bâtiments tels que l'hôtel Ukraina, qui était contrôlé par l'opposition du Maïdan, mais aussi d'autres bâtiments situés dans cette zone, comme la banque Arkada, les immeubles de la rue Horodetsky, ainsi que le palais Zofnevi. Encore une fois, le bâtiment du palais d'Octobre sur la place Maïdan. C'est donc essentiellement la partie la plus importante de ce massacre. Il existe également des images montrant que des snipers du Maïdan étaient basés à l'hôtel Ukraina. Ils tiraient depuis l'hôtel Ukraina, et cet hôtel était gardé par l'opposition du Maïdan au moment du massacre du Maïdan. Il n'y a aucune preuve de la présence de snipers gouvernementaux dans ces zones. Mais ensuite, lorsque cette unité de police s'est repliée vers la barricade, il y a également eu des tirs sur la police. On peut voir sur des vidéos que la police était aussi sous le feu de snipers du Maïdan, situé à l'hôtel Ukraina, et ils ripostaient contre des snipers qui se trouvaient à l'hôtel Ukraina et au palais Zofnevi. Encore une fois, cette fusillade par la police a été présentée comme étant essentiellement la police Berkut tirant sur les activistes de Maïdan, car à ce moment précis, pendant ce massacre, lors des tirs de la police, des activistes de Maïdan ont été tués. Mais là encore, l'heure précise des tirs et la direction des tirs de la police ne coïncidaient pas avec les moments et les directions exactes d'où les activistes de Maïdan ont été tués.
et parce qu'au même moment, il y avait des snipers qui tiraient également sur les activistes de Maïdan, et ils tiraient sur eux dans le dos depuis l'hôtel Ukraina, et de côté, depuis la banque Arkada, depuis le palais Zoftnevi, ainsi que depuis la rue Horodetsky et la ruelle Museini. Ce massacre s'est donc poursuivi jusqu'à l'apparition des snipers gouvernementaux. Vers 10h30 du matin, de nouveau, après l'intervention policière qui avait commencé peu avant 9h, une unité de tireurs d'élite gouvernementaux est apparue dans la rue Institutska, et cette unité a également été filmée par des journalistes ukrainiens. Cette unité a été présentée à tort comme un escadron de la mort parce qu'ils étaient équipés de fusils de précision. Ils ont pointé leurs fusils de précision en direction du Maïdan et ils ont tiré. Cela a donc été montré à la télévision ukrainienne et dans d'autres médias occidentaux, comme une preuve que cette unité était responsable du massacre des militants du Maïdan. Mais j'ai synchronisé toutes les séquences vidéo, et même des groupes ukrainiens ont également synchronisé ces images de manière indépendante. Et ces séquences, ainsi que les enquêtes gouvernementales, ont montré que cette unité de tireurs d'élite gouvernementaux est apparue à un moment où le massacre était presque terminé. Après la disparition de cette unité de tireurs d'élite gouvernementaux, les tirs sur les activistes de Maïdan se sont pratiquement arrêtés. À une exception près, un activiste a été tué, mais il l'a été, encore une fois, depuis la direction de l'hôtel Ukraina et non depuis celle des forces gouvernementales. D'autres manifestants, tués, l'ont été dans la zone de Maïdan, mais il n'y avait pas de présence policière là-bas, il n'y avait pas de combat non plus. Donc, encore une fois, c'était très proche de l'hôtel Ukraina et d'autres emplacements. Voilà essentiellement ce qui s'est passé. Et presque immédiatement, l'opposition de Maïdan et les médias ont accusé la police Berkut et les tireurs d'élite du gouvernement de ce massacre. Même si les preuves montrent que ce n'était pas eux qui ont massacré les activistes de Maïdan, mais que des tireurs d'élite de Maïdan les ont également massacrés. Bien sûr, le récit promu par les gouvernements ukrainiens et occidentaux est que le Berkut ou les forces anti-émeutes de l'État ont tiré sur des personnes sur le Maïdan sur ordre de l'ancien président Viktor Yanukovych. Et c'est exactement ce que vous avez décrit comme le récit officiel. Mais vos recherches montrent une histoire bien différente, et vous prouvez le contraire. Yanukovych n'a pas ordonné les meurtres. Alors, qui étaient les snipers? Pour le compte de qui ont-ils agi? Est-il possible de répondre à cette question sur la base de vos recherches? Pour le compte de qui ont-ils agi? Oui, je pense que c'est une observation très importante et en quelque sorte une question, parce que, encore une fois, les médias ukrainiens, occidentaux, ainsi que l'opposition du Maïdan, ont immédiatement, avec les gouvernements occidentaux, accusé Yanukovych de ce massacre. Ils ont dit en gros qu'il avait donné l'ordre, ou que ses ministres ou commandants avaient donné l'ordre de massacrer les activistes du Maïdan et étaient responsables de ce massacre. Et même Biden a appelé Yanukovych juste après le massacre de la place Maïdan et lui a dit, en gros, de quitter non seulement l'Ukraine, mais aussi la présidence, en affirmant que c'était parce qu'il était responsable du massacre de Maïdan, sans aucune enquête. Selon mon examen de toutes les preuves, il n'y avait pas un seul élément prouvant qu'un ordre avait été donné par Yanukovych, par ses ministres de l'Intérieur ou des services de sécurité ukrainiens, ni même par des commandants de police. Il n'y avait pas une seule preuve, aucun témoignage, aucune admission de qui que ce soit. Encore une fois, il n'y avait absolument aucune preuve, aucun document écrit, aucun enregistrement, aucune interception radio de Berkut ou des troupes internes que j'ai également examiné. Donc encore une fois, aucune preuve du tout. Même le verdict du procès du massacre de Maïdan, rendu il y a presque 1 an et demi, a spécifiquement indiqué la même chose.
Aucune preuve n'a été présentée par l'accusation ou examinée lors du procès, montrant que Yanukovych avait donné un quelconque ordre, ou que le ministre de l'Intérieur avait donné un quelconque ordre de massacrer les militants de Maïdan. Il en va de même pour les commandants de Berkut. Il n'y avait donc aucune preuve d'un quelconque ordre de massacrer les militants de Maïdan donné par Yanukovych, ses ministres ou ses commandants. Et cela me semble très important, car il s'agit encore une fois d'un récit qui continue d'être diffusé, et beaucoup de gens l'ignorent. Ils l'acceptent simplement comme une évidence, simplement parce que des activistes du Maïdan ont été tués, et ils supposent automatiquement que c'était la responsabilité de l'autre camp dans ce conflit, c'est-à-dire essentiellement la police Berkut et les snipers du gouvernement. Pourtant, comme je l'ai mentionné, il n'existe aucune preuve qu'ils en soient responsables. Au contraire, toutes les preuves montrent que ces snipers, qui se trouvaient dans des bâtiments contrôlés par le Maïdan, comme le conservatoire de musique, l'hôtel Ukraina et de nombreux autres bâtiments sur ou près du Maïdan, étaient en réalité ceux qui ont tiré et tué des policiers ainsi que des activistes du Maïdan. Il s'agissait de snipers de l'opposition du Maïdan. Ces preuves incluent des témoignages que j'ai déjà évoqués. Encore une fois, plusieurs centaines de témoignages de témoins concernant des snipers situés dans ces bâtiments qui étaient contrôlés par l'opposition du Maïdan au moment de ce massacre. Ils incluent également les témoignages de la grande majorité des militants du Maïdan blessés. L'immense majorité de ces militants ont déclaré lors de l'enquête sur le procès du massacre du Maïdan qu'ils avaient été touchés par des tireurs d'élite situés à l'hôtel Ukraina et dans d'autres lieux contrôlés par le Maïdan ou qu'ils avaient vu des tireurs d'élite dans ces endroits. Encore une fois, ces personnes étaient présentes sur place, elles ont elles-mêmes été blessées et elles ont témoigné que ce n'étaient pas les policiers Berkut devant eux qui pouvaient se jeter au sol, mais bien les tireurs d'élite dans ces bâtiments qui les ont visés ou ont tiré sur d'autres militants du Maïdan ou qu'elles avaient vu les tireurs d'élite dans ces lieux. C'est donc, encore une fois, une preuve qui montre un ensemble de faits. Un autre ensemble de preuves concerne les vidéos. Il existe environ 15 vidéos de tireurs d'élite dans ce bâtiment que j'ai examinées. Ces vidéos que j'ai mentionnées incluent des images de la BBC, de CNN, de la télévision française, de la télévision polonaise, de nombreuses chaînes de télévision ukrainiennes, de la télévision russe et de la télévision allemande, en particulier la télévision publique allemande. Toutes ces vidéos montrent que les activistes présents à l'hôtel Ukraina et au conservatoire de musique étaient des snipers issus de l'opposition du Maïdan. On peut même reconnaître le chef de ce groupe de snipers, qui a ensuite été élu député au Parlement ukrainien. Il venait d'Ukraine occidentale, et le sniper s'exprimait en ukrainien, plus précisément dans le dialecte Outsoul de l'ouest de l'Ukraine. Donc, en gros, c'étaient des snipers ukrainiens. Ils avaient des armes qui ressemblaient à des Kalachnikov, mais il se pourrait que ce soit des versions de chasse de Kalachnikov, et ils étaient aussi armés de fusils de chasse. Donc, il s'agit d'un groupe de snipers, dont beaucoup, encore une fois, ont admis publiquement dans des interviews aux médias ukrainiens et aussi aux médias occidentaux après le massacre de la place Maïdan, qu'ils avaient tiré sur des activistes de Maïdan et sur la police, depuis le conservatoire de musique et depuis la zone de Maïdan. Je crois que 4 d'entre eux ont reconnu avoir tiré sur la police pendant le massacre de Maïdan. Mais en plus de cela, il y a également eu des témoignages de plusieurs snipers géorgiens qui ont déclaré lors d'entretiens accordés à des médias israéliens, à la télévision italienne, à des médias macédoniens, ainsi qu'à des médias russes. Et ils ont aussi témoigné dans le cadre de l'enquête sur le massacre de la place Maïdan, l'un de leurs témoignages ayant été présenté lors de ce procès.
Ils ont affirmé avoir reçu des ordres de la part des dirigeants du Maïdan, des leaders de l'opposition du Maïdan, de tirer à la fois sur la police et sur les militants du Maïdan. Ils ont témoigné avoir vu d'autres snipers, y compris ceux du groupe ukrainien que j'ai mentionné plus tôt. Donc encore une fois, il y a des aveux de la part de nombreux snipers, mais pas un seul aveu de la part de snipers gouvernementaux ou de membres du Berkut, selon lesquels ils auraient tiré sur la police ou sur des militants du Maïdan. Je pense donc que c'est une preuve très importante. Et en plus de cela, ce type de preuve, qui inclut des vidéos et des aveux, pas seulement des vidéos montrant que l'hôtel Ukraina et le conservatoire de musique étaient contrôlés par l'opposition du Maïdan, on voit des personnes comme des membres du Parlement faire pratiquement le guet à l'entrée de l'hôtel Ukraina pendant le massacre du Maïdan. Il existe également des preuves que des snipers tiraient depuis, c'est une séquence de la BBC, qui montre des snipers tirant depuis le 11e étage de l'hôtel Ukraina. Et cet étage, il s'agit en fait d'une chambre de l'hôtel Ukraina, était occupé par des dirigeants de Svoboda, des combattants de Svoboda qui combattaient au moment du massacre du Maïdan, selon l'enquête gouvernementale. Et aussi, encore une fois, il y a des vidéos qui montrent, comme je l'ai mentionné, que certains snipers ont été capturés par l'opposition du Maïdan et qu'ils ont disparu après le massacre du Maïdan sans laisser de traces. Et il existe des vidéos et des témoignages d'activistes du Maïdan qui montrent que ces snipers ont en réalité été évacués par les dirigeants de l'opposition du Maïdan. Cela signifie donc, encore une fois, qu'il n'y avait aucune raison pour l'opposition du Maïdan de cacher ou de relâcher des snipers s'ils appartenaient aux forces de Yanukovych ou même aux forces russes. Parce qu'il y avait une manière très rationnelle de procéder si ces snipers étaient du Maïdan, des snipers de l'opposition. Ce qui constitue également une preuve de ce qui est arrivé aux snipers capturés par l'opposition du Maïdan. En plus de cela, il y a des déclarations de Svoboda qui a affirmé avoir pris le contrôle de l'hôtel avant le massacre du Maïdan et l'avoir gardé pendant le massacre. Et un autre élément de preuve, je l'appelle une preuve à la chien qui n'aboie pas, à la Sherlock Holmes, c'est la trace russe, c'est-à-dire que l'enquête gouvernementale a nié la présence de snipers dans ce bâtiment. Même avec toutes ces preuves, ils ont essentiellement nié qu'il y avait des snipers à l'hôtel Ukraina. Ils ont nié la présence de snipers à d'autres endroits, même après tous ces témoignages de la grande majorité des activistes du Maïdan, les expertises médico-légales et d'autres preuves. C'est donc une preuve supplémentaire que les snipers n'appartenaient à aucune force liée à Yanukovych, ni à la Russie ou à une autre force, mais qu'ils étaient membres de l'opposition du Maïdan. Et donc, cela est cohérent avec toutes les preuves que j'ai examinées. Je peux également dire que même les expertises médico-légales qui ont été menées ont prouvé que de nombreux militants ont été abattus depuis Horodetskoe et d'autres emplacements contrôlés par le Maïdan. C'est pour cette raison que l'enquête s'est arrêtée. Ces expériences menées par des experts en balistique, ils ne les ont même pas réalisées après que le procès du massacre du Maïdan ait demandé qu'ils effectuent de tels examens. Ainsi, les experts en balistique ont montré que de nombreux militants du Maïdan ont été abattus depuis l'hôtel Ukraina. Mais après que le procès du massacre du Maïdan ait ordonné de le faire pour tous les militants du Maïdan qui ont été abattus et tués, le parquet a essentiellement refusé de le faire. Ceci constitue donc une preuve supplémentaire qu'ils ont agi ainsi pour protéger et dissimuler l'implication de snipers de l'opposition du Maïdan dans le massacre du Maïdan. Voilà tous les éléments de preuve, et je peux également préciser que même l'examen balistique et médico-légal des balles mené par un régiment entier de Berkut en renfort a révélé que ces balles ne correspondaient pas à celles qui ont tué et blessé les manifestants du Maïdan.
Cet examen n'a pas non plus été révélé par les médias, mais il a été présenté lors du procès du massacre du Maïdan, et j'en ai parlé dans mon livre et dans mes recherches. Ainsi, toutes les preuves montraient qu'il s'agissait essentiellement de snipers de l'opposition du Maïdan issus de différentes unités. Ce n'était pas seulement une personne ou 3 personnes agissant de leur propre chef. Cela faisait partie d'un massacre spécifique, qui a été organisé, un massacre très complexe, car il y avait de nombreux snipers à différents endroits et ils agissaient de manière coordonnée. Il existe même un enregistrement audio d'un groupe de snipers tirant sur ordre qu'ils ont reçu par un appel téléphonique. Ils communiquaient donc et tiraient depuis différents endroits. Vous pouvez entendre cet enregistrement audio de ce groupe de snipers. Mais encore une fois, cela n'a jamais été enquêté. Ce groupe de snipers n'a jamais fait l'objet d'une enquête, et il ne s'agissait pas de snipers du gouvernement, car on peut entendre des enregistrements audio de snipers gouvernementaux qui ont également été diffusés et présentés à tort comme tirant sur les activistes de Maïdan, alors qu'en réalité, ils ont été déployés bien plus tard. Ils faisaient partie de l'unité alpha des forces de sécurité ukrainiennes. Et je peux dire que l'ordre, essentiellement, selon les témoignages de membres de l'opposition géorgienne, a été donné par des membres de la direction de l'opposition du Maïdan de tirer à la fois sur les militants et les manifestants du Maïdan. Mais en plus de cela, je cite également, dans mes études et dans des entretiens dans mon livre, qui a été publié par un journaliste ukrainien, où ils ont interviewé un dirigeant du parti d'extrême droite Svoboda Liberté, qualifié de souverainiste ukrainien, et il est député, ancien vice-président du Parlement ukrainien. Et ils ont dit, dans cette interview, une interview séparée, qu'ils avaient rencontré, quelques semaines avant le massacre de la place Maïdan, des représentants de l'Occident, des gouvernements occidentaux ou de l'Occident en général. Ils n'ont pas nommé cette personne, mais ils ont dit qu'ils avaient rencontré cette personne ainsi que d'autres membres de la direction de Maïdan et qu'ils avaient eu une discussion, en gros. Après que les premiers militants aient été tués à la fin janvier, ils ont eu une discussion avec ce représentant occidental sur le nombre de personnes qui devaient être tuées, en gros, pour que les pays occidentaux cessent de reconnaître Yanukovych. Et ils ont dit qu'ils avaient demandé au représentant occidental quelque chose comme 4 personnes. Est-ce que ça suffit? Ils ont dit non, 4 personnes, ce n'est pas suffisant. Puis ils ont demandé 10 est suffisant. 10, ce n'est pas suffisant. 20 ne sera pas suffisant non plus. Alors ils ont dit, nous sommes d'accord que si 100 personnes sont tuées, cela suffirait pour que les gouvernements occidentaux cessent de reconnaître Yanukovych. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Immédiatement après le massacre de la place Maïdan, le 20 février, l'opposition du Maïdan a déclaré que les activistes du Maïdan tués étaient des martyrs. Ils ont appelé cela la centaine céleste. Ils ont donc utilisé spécifiquement le chiffre 100 comme étant très important. Même si le nombre d'activistes du Maïdan tués était inférieur à 100, ils ont inclus des personnes qui n'avaient même pas été tuées sur la place Maïdan. Des personnes qui sont mortes de maladies, de crises cardiaques, des personnes qui ont même été tuées dans la région de Lviv, l'une s'est suicidée, et ainsi de suite. Mais elles sont mortes de causes médicales. Même après Maïdan, elles ont été incluses dans cette centaine céleste, précisément pour porter le nombre d'activistes de Maïdan tués à 100, car cela avait une grande importance. Et comme je l'ai mentionné, par la suite, les gouvernements occidentaux ont immédiatement reconnu le nouveau gouvernement issu de Maïdan et ont accusé Yanukovych de ce massacre de Maïdan. Pourtant, il n'y avait absolument aucune preuve permettant d'affirmer que Yanukovych en était responsable.
Et toutes les preuves étaient claires. L'opposition du Maïdan était impliquée dans ce massacre. Et comme je l'ai mentionné, Biden a appelé Yanukovych et lui a dit, juste après le massacre du Maïdan, non seulement de quitter Kiev, mais aussi de quitter la présidence et de quitter l'Ukraine. C'est donc aussi une forme de preuve que cela a été fait avec le soutien des gouvernements occidentaux, un soutien de facto. Et il n'est pas possible, je pense, que les gouvernements occidentaux n'aient pas réellement su ce qui se passait, car toutes les preuves accessibles au public étaient déjà très claires au moment où ce massacre a eu lieu. Merci de nous avoir expliqué les détails. C'est extrêmement précieux et absolument tragique d'entendre cela. Pendant les manifestations de la Maïdan, je pense que nous avons tous vu des vidéos et des photos de Victoria Nuland distribuant des biscuits aux manifestants et de John McCain donnant des interviews devant la Maïdan, si je me souviens bien, évoquant effectivement un coup d'État, le renversement du président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, à l'époque. Vous avez évoqué l'implication d'acteurs étrangers dans ces événements, mais pourrions-nous peut-être discuter plus en détail du rôle qu'ont joué l'Occident et peut-être d'autres acteurs étrangers dans la Maïdan, dans la planification des événements, leur mise en œuvre, ainsi que dans la gestion de l'Ukraine post-Maïdan? C'est également une question très importante que j'ai examinée dans un article publié il y a seulement quelques semaines dans la revue à comité de lecture Econ Journal Watch. Encore une fois, il s'agit de l'une des revues académiques reconnues. Ce n'est pas un magazine, mais bien une revue académique à comité de lecture. Dans cet article, j'ai analysé le rôle de l'Occident dans le Maïdan, et de nouveau, la manière dont il a supervisé le gouvernement Yanukovych. Et je peux dire, sur la base des preuves, j'ai déjà mentionné ce témoignage ou ces entretiens d'anciens dirigeants, qu'un représentant occidental a dit au leader de l'opposition du Maïdan qu'il serait nécessaire que 100 activistes du Maïdan soient tués en gros pour que l'Occident cesse de reconnaître Yanukovych. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est, encore une fois, pas simplement un accident, mais au moins, ce serait une sorte de, ce que je pourrais appeler un risque moral en fait, ou la création d'un incitatif pour que l'opposition crée ou même force en gros Yanukovych à tuer des activistes du Maïdan, à essayer de provoquer la mort d'activistes du Maïdan, ou bien cela a été un incitatif pour l'opposition en fait à créer ou forcer un massacre, ce qui est effectivement ce qui s'est produit d'après mes recherches. Et en plus de cela, Victoria Nuland, sa fameuse visite au Maïdan où elle distribuait des cookies, et je crois qu'elle a dit que ce n'était pas des cookies, mais des sandwichs. Je pense qu'en ukrainien, ça peut être une sorte de causalité, la vérité, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'elle était également impliquée dans cela, d'une certaine manière, au sein du gouvernement ukrainien. Et il existe un enregistrement de sa conversation avec l'ambassadeur américain en Ukraine, dans lequel il discute de la composition du nouveau gouvernement ukrainien. Mais cet enregistrement a en réalité été publié quelques semaines avant le massacre de la place Maïdan. Et dans cet enregistrement, il parle du fait que Yatsenyuk, le chef du parti Patrie, doit devenir Premier ministre de l'Ukraine, et que les membres d'autres directions de l'opposition du Maïdan doivent, encore une fois, être inclus ou exclus du gouvernement. Mais il parle à ce moment-là d'un gouvernement de coalition qui avait été proposé par Yanukovych. À cette époque, Yanukovych avait proposé aux dirigeants de l'opposition du Maïdan de rejoindre son gouvernement, et il avait suggéré que Yatsenyuk pourrait devenir Premier ministre de l'Ukraine. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement une question isolée, car il s'agissait en fait de représentants occidentaux discutant de la composition du gouvernement, de qui occuperait chaque poste.
Cela s'est produit après le massacre du Maïdan. Un nouveau gouvernement a été formé et Yatsenyuk est devenu Premier ministre de l'Ukraine. Encore une fois, cela avait été discuté par Victoria Nuland, même avant le massacre du Maïdan. Mais il y a aussi eu le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine au moment du Maïdan, Leonid Kozhara, je crois que c'est son nom, et il a déclaré lors du procès du massacre du Maïdan que lors d'une visite en Ukraine en décembre 2013, juste après le début des manifestations du Maïdan, Nuland avait rencontré Yanukovych et il était présent à cette réunion. Elle a dit à Yanukovych, en gros, qu'il devait former un gouvernement de coalition et qu'il devait en fait limoger le gouvernement de Mykola Azarov, qui représentait le parti des régions. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Yanukovych a limogé le gouvernement Azarov, je crois à la fin janvier ou au début février 2014, avant le massacre de la place Maïdan. C'était l'une des exigences de Nuland. Donc je pense que cela est aussi très étroitement lié à la manière dont Nuland a essentiellement tenté de remplacer le gouvernement ukrainien pendant Maïdan par un nouveau gouvernement qui serait plus pro-occidental, ou qui deviendrait en quelque sorte un État client des États-Unis. Et c'est ce qui s'est passé après Maïdan. Un nouveau gouvernement a été mis en place, et il existe de nombreuses preuves que des responsables occidentaux, comme Nuland, et d'autres membres du gouvernement, comme Biden, ont été activement impliqués dans la composition du nouveau gouvernement, dans la sélection de nouveaux responsables, y compris des premiers ministres, comme Yatsenyuk. Ce n'est donc pas un hasard. Je pense qu'il existe des preuves claires de l'implication des gouvernements occidentaux en Ukraine et à Kiev. Mais en plus de cela, il y a aussi une interview avec Barack Obama, qui a déclaré lors d'un entretien à CNN, je crois en 2015, que les États-Unis avaient joué un rôle très actif dans la facilitation d'une transition en Ukraine après Yanukovych, après le massacre de la place Maïdan. Il a donc essentiellement admis que le gouvernement américain avait été impliqué, d'une certaine manière, dans l'éviction de Yanukovych. Il n'a pas précisé la nature de cette implication, mais il était clair qu'il y avait une implication du gouvernement américain, et cela a été reconnu par Obama lui-même. Mais il n'existe aucune preuve spécifique d'une implication de tireurs d'élite occidentaux ou d'une implication occidentale dans le massacre de Maïdan. Il en va de même pour l'implication russe dans le massacre de Maïdan. Il n'existe aucune preuve d'une telle implication russe dans le massacre de Maïdan, ce qui est confirmé non seulement par mes recherches universitaires, mais aussi par le procès du massacre de Maïdan qui s'est tenu en Ukraine. Professeur, l'Europe a-t-elle joué un rôle dans les événements de Maïdan? Je pense, encore une fois, que c'est une question très importante. Comme je ne me base que sur des sources publiques, je m'appuie sur des examens publics des preuves. Il y avait la présence de politiciens de l'Union européenne, comme des politiciens polonais, par exemple Kaczynski. Lech Kaczynski, l'un des dirigeants de la Pologne, était sur la place Maïdan, encourageant et soutenant l'opposition du Maïdan, de manière similaire à John McCain des États-Unis, un autre sénateur américain. De nombreux autres politiciens occidentaux ont également soutenu publiquement les manifestations du Maïdan en y participant, simplement en se rendant sur la place Maïdan avant le massacre du Maïdan et en soutenant personnellement l'opposition du Maïdan à ce moment-là. Il y a donc eu une implication du public ainsi qu'un soutien populaire. L'Union européenne a immédiatement reconnu le nouveau gouvernement issu du Maïdan après le massacre du Maïdan, et elle n'a pas exigé d'enquête sur ce massacre. Selon l'accord signé par Yanukovych et par les ministres des Affaires étrangères de la Pologne, de la France et de l'Allemagne, une enquête était pourtant prévue. Cet accord stipulait essentiellement que le massacre du Maïdan serait examiné par une mission du Conseil européen
ou du Conseil de l'Europe. Cela n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'enquête de ce type. Il y a eu un rapport d'une commission du Conseil de l'Europe, mais ils se sont essentiellement contentés de dire qu'il y avait des snipers à l'hôtel Ukraina, et ils se sont en grande partie appuyés sur l'enquête menée par le gouvernement. Ils n'ont pas mené leur propre enquête, et les pays occidentaux, y compris l'Union européenne, sont restés silencieux au sujet du massacre de la place Maïdan. Ils ont en fait soutenu le renversement violent du gouvernement ukrainien par le biais du massacre de Maïdan. Voilà la situation. Encore une fois, il y a également des suggestions selon lesquelles il y aurait eu la présence de certains snipers, un groupe de snipers venant des pays baltes et de la Pologne. Cela a été affirmé par des snipers géorgiens, mais encore une fois, je n'ai aucune confirmation de cela dans des sources publiques, donc je ne peux pas dire de façon définitive si c'était le cas. L'un des points intéressants concernant les événements de février 2014, que je trouve assez inhabituel, est le fait que Yanukovych ait effectivement accepté de signer un accord avec l'opposition pour résoudre le conflit. Je crois que cela s'est passé au début du mois de février, le 12 février si je ne me trompe pas. D'après ce que j'ai compris, il a accepté de restructurer le Parlement ukrainien afin de donner plus de voix à l'opposition alors que les manifestations se poursuivaient. Et le jour même où il a signé l'accord, il a fui l'Ukraine. Il a quitté l'Ukraine la nuit même où il a signé cet accord avec l'opposition. La question que je me pose depuis probablement 10 ans est la suivante. Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas accepté la signature de l'accord? Puisqu'il avait en fait accepté de satisfaire certaines de leurs revendications, pourquoi ça n'a-t-il pas suffi à mettre fin à la violence? C'est également une question très importante. J'ai déjà mentionné cet accord qui a été signé par l'opposition, Yanukovych, ainsi que par les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Pologne. Cet accord, en ce qui concerne l'enquête sur le massacre de la place Maïdan, prévoyait également des élections anticipées et, en substance, la formation d'un gouvernement d'union nationale par la suite. Cela signifiait, en gros, que Yanukovych risquait d'être battu lors des élections, car il était tenu pour responsable de la violence pendant Maïdan par les médias, les politiciens, etc. Mais cela aurait été une manière politiquement démocratique de résoudre le conflit. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a été très différent, car l'opposition de Maïdan n'a pas accepté cet accord. Ils ont violé cet accord presque immédiatement. Et un groupe d'activistes est monté sur la scène du Maïdan et a appelé à la démission de Yanukovych. Ils ont déclaré que si Yanukovych ne quittait pas son poste de président de l'Ukraine, ils utiliseraient des armes contre lui. Et ce n'était pas une simple déclaration en l'air. Cela a été affirmé par l'un des groupes de snipers du Maïdan que j'ai mentionné dans mon étude. Il s'agissait donc d'une menace très réelle contre Yanukovych. En plus de cela, il y avait également des preuves que je cite dans mes études et qui ont aussi été révélées lors du procès du massacre du Maïdan, ainsi que lors du procès de Yanukovych en Ukraine, que Yanukovych avait aussi été la cible de tentatives d'assassinat. Juste après le massacre de la place Maïdan, Yanukovych devait être assassiné près de Kiev. Il y a eu une fusillade contre son cortège et son garde du corps a failli être blessé. La voiture a été touchée par des balles et l'une d'elles a même atteint un garde du corps, mais elle a frappé son arme de poing qui a arrêté la balle. L'un des gardes du corps de Yanukovych a vu sa voiture touchée, et ainsi de suite. C'est pourquoi Yanukovych a fui Kiev après le massacre. Il savait qu'il risquait d'être assassiné et qu'il n'y avait aucun moyen de le protéger à Kiev. Il s'est donc déplacé à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine,
et il a de nouveau été la cible de tentatives d'assassinat, selon les témoignages de témoins oculaires. Il aurait pu être assassiné lors d'un congrès à Kharkiv. C'est pourquoi il n'a pas participé à ce congrès. Il a donc essayé de les transporter en hélicoptère vers Donetsk, une autre ville de l'est de l'Ukraine. Mais selon le témoignage des pilotes d'hélicoptères qui ont transporté Yanukovych, ainsi que d'autres témoins oculaires, ils ont déclaré avoir reçu un ordre de la nouvelle direction du Maïdan, de la direction ukrainienne, après la fuite de Yanukovych de Kiev. Ils ont affirmé que cet ordre stipulait que son hélicoptère serait abattu par des avions de chasse ukrainiens si Yanukovych n'était pas, en gros, si les pilotes d'hélicoptères ne cessaient pas de transporter Yanukovych et ne le remettaient pas à la position du Maïdan. C'est pour cette raison qu'il a fui l'Ukraine avec l'aide de la Russie. Il est ensuite retourné en Crimée, mais par la suite, un nouveau conflit a éclaté. Mais je pense aussi qu'il est très important de noter qu'après la fuite de Yanukovych, Kiev a pris le contrôle de tous les bâtiments gouvernementaux, le bâtiment de l'administration nationale, le Parlement. Ils ont donc pris le contrôle de tous ces bâtiments. Et ensuite, le Parlement a voté pour destituer Yanukovych de la présidence après sa fuite à Kharkiv. Ils ont déclaré qu'il avait abandonné l'Ukraine et ses responsabilités en tant que président de l'Ukraine et qu'il était en gros responsable du massacre de Maïdan, même si ce n'était pas le cas. Il s'agissait donc d'une fausse affirmation et la destitution de Yanukovych a été menée illégalement. Il n'existait aucune clause dans la constitution ukrainienne permettant de destituer le président en exercice dans de telles conditions, sans suivre la procédure régulière de destitution qui n'a pas été respectée. Même le nombre de députés ayant voté pour la destitution de Yanukovych n'était pas suffisant, selon la constitution ukrainienne. De plus, des preuves montrent que ce vote a été fabriqué et réalisé sous la contrainte, car de nombreux députés, en particulier du Parti des régions et du Parti communiste d'Ukraine, qui soutenaient Yanukovych avant le massacre de la place Maïdan, ont en réalité voté sous la pression de l'opposition du Maïdan, y compris de ce groupe de snipers du Maïdan que j'ai mentionné. Ils ont admis publiquement, lors d'une interview dans les médias ukrainiens, qu'ils avaient en fait menacé ces députés de violence s'ils ne votaient pas pour la destitution de Yanukovych. De plus, le nombre de personnes ayant voté pour la destitution de Yanukovych était bien inférieur à ce qui a été rapporté dans les médias. En réalité, au début de la session parlementaire, il n'y avait qu'un peu plus de la moitié des députés enregistrés au Parlement, et plusieurs autres députés ont été amenés de force au Parlement. De nombreux députés n'étaient pas présents, mais leurs noms ont été enregistrés comme ayant voté pour la destitution ou la révocation, alors qu'ils n'étaient pas là. Il n'existe ni photo ni vidéo d'eux au Parlement, et il suffit de compter. J'ai compté le nombre de députés dans différentes vidéos lors du vote pour la destitution de Yanukovych, et le nombre était d'environ 260, ce qui est inférieur au chiffre qui a été rapporté par la suite, que je crois être supérieur à 300. Et l'un des dirigeants de l'opposition du Maïdan a déclaré plus tard qu'il était en grande partie responsable de l'obtention de duplicata de cartes électroniques appartenant à des membres du Parlement, provenant du secrétariat du Parlement ukrainien, afin que ces députés puissent voter. Donc en réalité, le vote a été falsifié par l'opposition du Maïdan, pas spécifiquement par les députés eux-mêmes, parce qu'ils voulaient obtenir ce résultat. Beaucoup des votes ne provenaient pas de personnes réelles souhaitant destituer Yanukovych, mais étaient en fait simplement leurs cartes électroniques, qui avaient été retirées du secrétariat du Parlement par l'opposition du Maïdan, précisément pour organiser un tel vote. Toutes ces preuves sont citées et analysées dans mes études, mais encore une fois,
cela ne soit pas rapporté, soit mal rapporté, soit déformé par les médias et les politiciens. Très intéressant. Beaucoup de gens ici en Occident lisent les récits officiels dans les médias grand public et considèrent l'Ukraine post-Maïdan, devrais-je dire, comme une démocratie, comme cette terre de, vous savez, presque de liberté. Et ils voient Zelensky comme le dirigeant, comme un leader démocratique. Mais dans l'Ukraine post-Maïdan, quel rôle les acteurs et pays étrangers, les pays occidentaux, ont-ils joué dans le processus politique ukrainien? Encore une fois, selon mes recherches, l'Ukraine n'est pas une démocratie après Maïdan, car Maïdan n'était pas démocratique. De toute évidence, le mouvement Maïdan a été violent et anticonstitutionnel, même s'il a été soutenu par les démocraties occidentales. Cela a, encore une fois, été mal représenté par les médias et les politiciens. Ce n'était pas démocratique. Et après le massacre de Maïdan, avec l'élection et la nomination d'un nouveau gouvernement qui a été immédiatement reconnu par les pays occidentaux. Donc, en gros, j'appelle cela, l'Ukraine est devenue un État client de l'Occident, ou des États-Unis en particulier, mais aussi d'autres pays comme le Royaume-Uni, car les États-Unis ont exercé une très forte influence sur le gouvernement ukrainien après Maïdan. Ils ont donc joué un rôle dans la nomination des premiers ministres ukrainiens, Yatsenyuk ou Groysman, qui a ensuite été nommé Premier ministre d'Ukraine, ainsi que dans la destitution de Yatsenyuk et de Groysman, de même que dans la nomination d'un procureur général particulier d'Ukraine et son renvoi ultérieur. Je crois que cela a été reconnu par Biden dans ses mémoires. Son renvoi, sa demande à Porochenko, le président ukrainien, de limoger Chokhin, qui dirigeait le bureau du procureur général. C'est ce qui s'est passé. Il existe également des enregistrements de conversations entre Biden et Porochenko, dans lesquels ils discutent essentiellement des nominations de Yatsenyuk et de Groysman et de leur destitution ultérieure. Donc, en gros, Biden a donné, comme je l'ai mentionné, le bureau du procureur général. C'est donc une preuve claire que le gouvernement des États-Unis a été fortement impliqué dans la détermination de la composition du gouvernement ukrainien après Maïdan. Et cela correspond à la définition de l'Ukraine en tant qu'État client. Mais il n'y a pas que cela, car les gouvernements occidentaux, et en particulier le gouvernement américain, ont également été fortement impliqués dans les décisions clés des nouveaux gouvernements ukrainiens. En particulier, selon les témoignages et les aveux de Mme Davis, en gros Biden et Obama, lorsque Biden était vice-président des États-Unis sous Obama et responsable de la politique ukrainienne, le président Obama a également dit au gouvernement ukrainien, après le massacre de la place Maïdan, après l'élection du gouvernement issu de Maïdan, de ne pas utiliser la force militaire contre la Russie en Crimée. Cela signifiait donc essentiellement que la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2014 n'a pas eu lieu. Et cela signifiait en somme que les gouvernements occidentaux ont dit au gouvernement ukrainien de ne pas résister à l'annexion militaire de la Crimée par la Russie. C'est ce qui s'est passé. En réalité, il n'y a alors pas eu de combat entre les forces ukrainiennes et russes en Crimée. Et Obama a reconnu que cela avait été fait concernant la Crimée, essentiellement comme une affirmation pour les soutiens occidentaux du gouvernement post-ukrainien pendant Maïdan. En plus de cela, il existe également des témoignages de témoins oculaires, selon lesquels le chef des services de renseignement américains, lors de sa visite en Ukraine en avril 2014, a donné l'autorisation ou a donné un accord de principe ou a encouragé le gouvernement ukrainien dirigé par Turchinov à utiliser la force militaire contre les séparatistes dans le Donbass. Et c'est ainsi que la guerre dans le Donbass a commencé, en cette soi-disant opération antiterroriste
qui a été annoncé par le nouveau gouvernement presque immédiatement après la visite du chef des services de renseignement américain. Cela est également cohérent avec d'autres éléments et montre que l'Ukraine était en réalité très étroitement dépendante et influencée par la politique et les décisions des États-Unis, en particulier concernant des choix clés comme la Crimée et le Donbass, ainsi que la composition du gouvernement ukrainien et de nombreuses autres questions. Il y a eu une implication très forte des États-Unis. Cela signifie donc, en réalité, que l'Ukraine n'est pas restée un pays indépendant. Elle est devenue un État client, fortement dépendant de l'Occident après le Maïdan. Pourtant, là encore, les médias n'en ont pas parlé, à quelques exceptions près. Et c'est encore une fois une question qui s'appuie sur une variété de sources qui n'ont rien à voir avec la Russie ou la propagande russe, mais qui reposent sur des sources ukrainiennes et occidentales, comme toutes les enquêtes sur le massacre du Maïdan. Je pense donc que c'est une question très importante et en quelque sorte une considération clé, car cela explique aussi pourquoi l'Ukraine est utilisée comme un proxy dans la guerre. Pourquoi l'Ukraine est essentiellement utilisée comme un proxy dans la guerre entre la Russie et l'Occident. Et cela n'est qu'une autre manifestation du fait que l'Ukraine n'est pas un pays pleinement indépendant et souverain. C'est un État client des États-Unis, et il a été utilisé comme un proxy pour contenir la Russie après Maïdan, ce qui explique en grande partie pourquoi les pays occidentaux ont soutenu Maïdan, même si cela était antidémocratique. En particulier, le massacre de Maïdan a été violent. De toute évidence, le gouvernement ukrainien a agi ainsi parce qu'il voulait contenir l'influence russe, et plus tard, ils ont utilisé l'Ukraine comme un proxy pour combattre la Russie pendant la guerre russo-ukrainienne. Cela signifie donc, encore une fois, que les gouvernements ukrainiens ne sont pas totalement indépendants et qu'ils sont influencés par le gouvernement américain et d'autres gouvernements occidentaux. Il est également très important de comprendre les origines de la guerre russo-ukrainienne et la manière dont l'Ukraine est utilisée comme un proxy pendant cette guerre, que l'Ukraine ne pourrait, là encore, pas gagner. Et nous pouvons maintenant constater les conséquences très tragiques de tous ces événements pour les Ukrainiens. La dévastation totale de l'Ukraine et désormais une défaite très probable de l'Ukraine à la suite de cette guerre. Cela aurait également des conséquences très négatives pour l'Occident, car encore une fois, le conflit a commencé avec le soutien occidental au gouvernement ukrainien lors du Maïdan, par le biais du massacre du Maïdan. Professeur Kachanovski, je tiens à vous remercier de m'avoir rejoint aujourd'hui. Cette conversation a été vraiment passionnante. Vous avez abordé de nombreux détails fascinants qui nous aident à comprendre non seulement ce qui s'est passé lors des manifestations de Maïdan en 2014, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui, car cela a clairement posé les bases. Nos spectateurs pourront trouver le lien open source vers votre livre dans la description de la vidéo ci-dessous. Le professeur Kachanovski utilise également le financement participatif pour soutenir ses recherches, car il souhaite que ses ouvrages soient accessibles en libre accès. Donc, si vous souhaitez soutenir les recherches du professeur Kachanovski, n'hésitez pas à le faire. J'inclurai également le lien vers sa page de financement participatif dans la description ci-dessous. Professeur Kachanovski, ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Merci pour cet excellent entretien et pour vos questions très pertinentes sur ces événements si importants. Merci.